collègue et ami du série Sciences Po. On se disait avec Anne Viguier, qui va présenter Christophe Jaffrelot dans un instant, qui est maître de conférence ici en histoire au département d'Asie du Sud, que cette invitation aurait dû venir bien avant. Mais Christophe me disait qu'il a aussi une connaissance assez approfondie de l'INALCO, puisque je ne dirais pas dans une autre vie, mais il y a déjà quelques temps, Christophe a commencé à donner des cours à l'INALCO quand nous étions encore sur le site de Dauphine, où l'Asie était encore sur le site de Dauphine. Donc nous sommes très contents, Christophe, de t'accueillir ici dans ce nouveau bâtiment de l'INALCO. Et donc c'est à l'occasion de la publication d'un nouveau livre. Et nous avons eu l'idée avec Asialiste, que je remercie vraiment encore une nouvelle fois. Et je me réjouis de la présence de Patrick de Jaclot ici pour bien sûr intervenir aussi au cours du débat. Et bien de demander à Christophe non seulement bien sûr de présenter les grandes lignes de son livre, mais également de présenter la situation post-électorale, et un certain nombre d'événements bien sûr sont intervenus depuis les élections, et on pense bien sûr à ce qui se passe du côté du Cachemire, mais pas que sur cela. Donc j'imagine qu'il y aura bien sûr des réactions. Je vois les étudiants très nombreux et je m'en réjouis, puisque c'est aussi pour vous que nous organisons ce type d'événement. Donc, bienvenue encore une nouvelle fois, et je laisse la parole tout de suite à Anne Viguier. Et encore une fois, merci beaucoup Christophe de nous faire l'honneur d'être ici. Merci Jean-François. Alors, effectivement, nous sommes tous très heureux et honorés d'accueillir Christophe Jaffrelot pour mettre en perspective une actualité brûlante, même si elle est finalement assez peu commentée dans les médias français. Et il s'agit de cette politique menée en Inde par Narendra Modi et le Parti nationaliste hindou, victorieux des dernières élections générales il y a 4 mois. Alors, Christophe Jaffrelot est bien connu de tous ceux qui s'intéressent à l'Asie du Sud contemporaine, notamment, bien sûr, les étudiants du département Asie du Sud Himalaya, de l'INALCO, qui ont tous lu ou qui vont lire, quand ils sont en première année, les ouvrages de référence qu'il a dirigés sur l'histoire de l'Inde contemporaine et sur le Pakistan, publiés chez Fayard. Mais bon, une brève présentation permettra tout de même de mieux mettre en perspective son expertise. Alors, Christophe Jaffrelot est diplômé de Sciences Po Paris, avec un doctorat soutenu en 91 à Sciences Po, et aussi diplômé de l'INALCO en Hindi. Donc à l'époque, c'était aussi à Dauphine, je pense, en 92. Donc bien avant que nous soyons tous réunis dans ce nouveau bâtiment. Alors, il est directeur de recherche au CERI, Centre de recherche international de Sciences Po Paris et du CNRS, un centre qu'il a dirigé de 2000 à 2008. Il est également professeur de politique et de sociologie indienne au King's Indian Institute du King's College de Londres, et il a enseigné dans les universités de Columbia, Princeton, Yale, Johns Hopkins et Montréal. Il fait aussi partie du conseil académique de l'université d'Ashoka en Inde. Et puis, enfin, il a des fonctions d'expert de la région, puisqu'il est non-resident scholar au Carnegie Endowment for International Peace et consultant permanent au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Alors, depuis son doctorat qui analysait l'histoire du mouvement nationaliste hindou au XXe siècle, il s'intéresse à l'histoire politique de l'Inde. Récemment, il a étudié plus spécifiquement l'histoire politique du Gujarat, l'État dont est originaire Narendra Modi, notamment sous l'angle des relations entre le monde des affaires et le milieu politique. Il travaille plus largement sur la sociologie de la classe politique en Inde, et à travers l'analyse de ce qu'on peut appeler le phénomène Modi, sur la question du populisme. Alors, la liste de ses publications est nombreuse. Il a écrit ou dirigé de nombreux ouvrages sur le Pakistan et sur l'Inde, et 3 ouvrages sont sortis tout récemment en 2019. Tout d'abord, l'Inde contemporaine de 1990 à aujourd'hui, qui a été publié sous sa direction chez Fayard en collection poche plurielle. C'est une édition actualisée d'un ouvrage de référence qui est régulièrement réédité et actualisé depuis, je crois, 2006, sa première parution. Ah oui, 96, voilà.
écoutez même pas. En tout cas, là, c'est un volume tout neuf qui est paru cette année. Ensuite, en co-édition avec Alain Dikoff et Élise Massicard, Pouvoir populiste aux presses de Sciences Po. Et puis enfin, l'ouvrage dont parlait à l'instant Jean-François Huchet, L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique chez Fayard. Une analyse fascinante et extrêmement fouillée de l'ascension de l'homme politique Modi, qui a commencé donc dans l'État de Gujarat dans les années 2000. Une ascension qui s'explique par les qualités singulières de cet homme, mais aussi, et peut-être surtout, par le travail en profondeur du réseau des militants de son parti pour diffuser leur idéologie et s'implanter de plus en plus largement dans toute l'Inde. Bon, j'espère que je n'ai pas omis de choses trop importantes dans la présentation. Et nous allons donc entrer maintenant dans le vif du sujet. Et cette conférence débat qui s'intitule donc « Où va l'Inde ?», puisque la question brûlante est bien celle de la direction que prend ce pays sous l'impulsion d'un mouvement qui prône la suprématie de la religion hindoue au détriment des minorités et qui aussi remet en question les principes fondamentaux du sécularisme et du fédéralisme qui guidaient jusqu'alors la démocratie indienne. Donc nous avons prévu un échange en plusieurs temps. Patrick de Jaclot, qui est journaliste à l'Asialiste et qui a été correspondant à New Delhi pendant 7 ans, entre 2008 et 2015, pour des quotidiens français, La Tribune et Les Échos, fera un point sur les questions d'actualité les plus récentes et les décisions prises par le pouvoir en Inde. Ensuite, Christophe Jaffrelot nous présentera son analyse de la situation indienne et notamment des problèmes économiques auxquels le pays fait face. Et puis ensuite, nous pourrons discuter et débattre en tribune et bien sûr avec vous, avec la salle. Voilà, j'espère que ce programme vous convient à tous et vous satisfera. Et je laisse donc la parole à Patrick de Jaclot. Merci Anne. Alors, juste pour poser les termes de la discussion, je vais simplement procéder à un très bref rappel factuel de ce qui s'est passé depuis le 23 mai en Inde. 23 mai, c'est le jour des résultats des élections générales qui se sont soldées par une victoire absolument écrasante de Narendra Modi et de son parti, le BJP, Narendra Modi et son parti ayant obtenu de nouveau une majorité absolue au Parlement et en hausse par rapport à celle qu'il avait obtenue 5 ans auparavant. Bon, cette victoire que personne n'avait prévue dans son ampleur lui a donné évidemment un champ complètement libre pour agir. Et le fait est que depuis 3-4 mois, on a vu de l'action. L'initiative majeure, la plus spectaculaire, celle qui a fait le plus parler dans le monde entier, c'est bien évidemment le 5 août dernier, la suppression de l'autonomie du Cachemire, le fameux article 370, qui a été mis en place au milieu d'une offensive sécuritaire absolument hors norme, avec blocus complet de l'État, envoi de troupes très importantes, fermeture d'Internet, fermeture de la téléphonie mobile, toutes choses qui, 2 mois et demi plus tard, sont toujours en place, sans aucun signe de normalisation. Ça, c'est un événement d'une portée considérable, dont les conséquences sont assez incalculables, y compris au niveau international, et ça, on va certainement en reparler tout à l'heure. Un peu dans le même registre, il y a eu aussi fin août l'annonce du résultat du recensement de la population dans l'Assam, dans l'État de l'Assam, dans le nord-est, qui se traduit par le fait que presque 2 millions de personnes habitant cet État sont menacées d'être rendues apatrides à assez brève échéance, et ces 2 millions de personnes comprenant très largement des musulmans. Il faut se souvenir que ce sont ces immigrants illégaux ou recensés comme tels que Amit Shah, le ministre de l'Intérieur et bras droit de Narendra Modi, a qualifié récemment de termites. Et on voit concrètement les conséquences que cette approche pourrait avoir, avec donc éventuellement l'expulsion de très très nombreux résidents indiens. Et en outre, cet exercice de recensement des nationalités dans l'État d'Assam il est maintenant envisagé de l'étendre à l'ensemble de l'Inde et en particulier, dans un premier temps, au Bengale.
où là, ça pourrait concerner un nombre encore beaucoup plus considérable d'habitants. Toujours dans le même registre, on a vu aussi des offensives sur le thème de la langue hindi, en faire une véritable langue officielle qui serait enseignée partout en Inde, ce qui ne va pas de soi dans le pays. Bon, enfin, il y a donc eu un ensemble de mesures, il faut bien le dire, parfaitement conformes au programme du BJP. On ne peut absolument pas accuser le gouvernement d'avoir procédé de façon cachée, parce que tout ça figurait tout à fait dans le programme électoral. C'est la mise en œuvre de la fameuse doctrine de l'Hindutva du BJP, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle les citoyens hindous, de religion hindoue, sont les vrais citoyens de l'Inde, et ceux pratiquant d'autres religions sont des citoyens de deuxième ordre. Alors tout ça, on en a pas mal parlé, mais il y a eu en parallèle une autre actualité probablement au moins aussi importante et qui a été moins traitée, moins relevée à l'étranger. C'est notamment le fait qu'il y a quelques semaines a été annoncé le fait que la croissance indienne sur le trimestre avril-juin s'était établie à 5%, c'est-à-dire un très très mauvais chiffre, puisque un an auparavant, sur le même trimestre, elle était de 8%. Le chiffre qui vient d'être annoncé est au plus bas depuis 17 ans. Il est beaucoup plus mauvais que ce qu'attendaient tous les économistes. Il reflète une stagnation de l'industrie qui ne croît quasiment pas, l'agriculture, la construction, qui sont les secteurs qui emploient énormément de main-d'œuvre en Inde, sont sur une croissance de 2%, ce qui, dans un pays comme l'Inde, est dérisoire. À un niveau plus sectoriel, le secteur automobile affiche actuellement des baisses de ses ventes sur un an de l'ordre de 30%, ce qui est absolument du jamais vu dans l'histoire récente de l'Inde. Tout ça s'est traduit par a entraîné des révisions massives des perspectives de croissance de l'Inde par tous les économistes et organismes internationaux. Et juste un exemple, la semaine dernière, l'OCDE a revu sa prévision de croissance pour l'exercice en cours de l'Inde de 7,2 à 5,9%, ce qui est une révision extrêmement brutale. Alors là aussi, on a vu de l'action parce que face à une telle détérioration de la situation, le gouvernement indien a pris pas mal de mesures sur la portée desquelles on peut s'interroger, mais enfin le fait est qu'il n'est pas resté inactif. Une mesure assez spectaculaire, ça a été l'annonce il y a quelques semaines d'une fusion importante, d'une restructuration importante dans le secteur bancaire public indien, puisque 10 banques publiques vont être fusionnées en 4 banques. Il y a eu tout un ensemble de mesures techniques pour favoriser les ventes de voitures, pour accélérer les remboursements de TVA pour les entreprises, enfin bon, plein de petites choses. Et puis il y a eu surtout, le 19 septembre, c'est tout récent, une décision de très grande ampleur, c'est une très forte réduction du taux d'impôt sur les sociétés, puisque l'impôt sur les bénéfices va être ramené de 35 à 25%, ce qui est une décision de très grande portée à la fois sur les finances des entreprises et aussi sur les finances de l'État, à qui ça va coûter très cher. Bien, donc on voit que ces 3 derniers mois, on a eu tout un ensemble d'événements dans le registre idéologique de la société indienne, donc tout ce qui tourne autour de cette notion d'Hindutva, et puis d'autre part, plein d'événements dans le domaine économique. Et alors en fait, ces deux familles d'événements sont peut-être beaucoup plus liées qu'il n'y paraît. Et ça, je crois que notre invité va nous en parler. Jérôme ? Christophe. Pardon. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci d'abord de votre accueil et effectivement, il me va droit au cœur car c'est à Langzhou que j'ai commencé ma carrière d'indianiste dans les années 80 et j'y ai enseigné alors que j'y étudiais encore, donc en 87-88 à l'époque où le regretté Jean-Luc Chambard était un des piliers de l'indianisme français, anthropologue qui a tellement formé d'étudiants.
eh bien, il m'avait demandé d'enseigner alors que j'étais encore étudiant de hindi. Donc, ça a été une drôle d'aventure, mais dont j'ai un très bon souvenir, dont je garde un très bon souvenir. Et nous étions effectivement loin d'ici, dans des bâtiments qui avaient été faits pour l'OTAN à l'origine. L'université Paris X Dauphine, c'était l'OTAN au début. Et donc, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir des étudiants. Alors, je suis d'autant plus ému de ce souvenir que nous sommes aujourd'hui, nul ne l'a soulevé et relevé, mais je le fais, le 2 octobre, Gandhi Jayanti, la fête anniversaire de Gandhi qui, pour moi, marque chaque année, comme une Madeleine de Proust, le souvenir de l'Inde que nous avons tellement chérie et qui était celle du multiculturalisme, du multilinguisme et de la tolérance sous toutes ses formes. Alors, on va en quelque sorte effectivement échanger les rôles avec Patrick ce soir parce que lui est économiste mais a commencé par parler de politique et moi je suis politiste, mais je vais commencer par parler d'économie de manière à effectivement saisir l'occasion qui m'est donnée d'actualiser le livre dont vous a parlé Anne, l'Inde de Modi, car de fait, en 6 mois, se sont déroulés beaucoup d'événements qui ont validé le sous-titre National-populisme et démocratie ethnique. La campagne électorale du printemps dernier a été un monument de national-populisme. Et ce que nous voyons aujourd'hui au Cachemire avec la question du hindi, c'est bien un pas de plus vers la démocratie ethnique. Mais ce dont on parle beaucoup moins, et Anne l'a souligné aussi, c'est de la situation économique que Patrick a commencé à analyser et que je vais essayer de décrypter parce que je pense qu'effectivement il y a un lien entre la crise économique, et j'ose ce mot parce que je crois qu'il est pertinent, et le recours à une forme de national-populisme encore plus stridente que ce que nous avions l'habitude d'entendre. Il y a une dialectique entre les deux, et donc il faut essayer de comprendre comment est-ce que cela joue. Alors je sais que ce que je vais dire sur l'économie est assez détaillé, est assez long. Je risque d'être coupé à la fin de cette partie, mais nous aurons dès lors une conversation, et c'est toujours mieux de donner du temps à la conversation pour parler de politique et pour répondre à vos interrogations sur ce sujet aussi. Un des conseillers du gouvernement Modi, Ratin Roy, il y a quelques mois, disait que l'Inde était au bord du middle income trap. By the way, depuis la semaine dernière, il a quitté ses fonctions, ce qui est sans doute lié à cela, ceci expliquant sans doute cela. Mais ce qu'il faut expliquer surtout, c'est qu'est-ce qu'on entend par middle income trap. Ben, ce qu'on entend par là, c'est en fait le piège dans lequel tombent des pays émergents qui se trouvent à atteindre un plateau de croissance. Et la croissance, Patrick le disait, de fait, retombe. Ce sont des pays qui ont valorisé leurs atouts, l'atout que représentait principalement une élite, une classe moyenne, on dit en Inde, de 10, 15%, 20% de la population, mais qui n'ont pas réussi à faire que cela percole. Et du coup, comme l'expliquait Ratin Roy, eh bien, les 10, 15, 20% de la société, n'ayant pas embrayé sur les masses, la croissance s'essouffle. Et on est dans une espèce de piège parce qu'on n'a pas redistribué suffisamment et du coup on crée moins de richesses et du coup on ne réussit pas à sortir du sous-développement, pour reprendre un terme un peu suranné. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire que certains pays émergents ne le sont plus et que ceux qui parlent encore de pays émergents sont en fait has-been. Les pays émergents n'émergent plus. C'est vrai du Brésil, c'est vrai de l'Afrique du Sud, c'est vrai de l'Inde. Et qu'est-ce qu'un pays émergent qui n'émerge plus? C'est un pays qui est tombé dans un piège, ce fameux middle income trap. On est un pays de revenus intermédiaires et on ne réussit pas à transformer l'essai.
Alors comment cela se traduit-il? Ça se traduit bien sûr par la question de la croissance. Mais cette croissance, elle décline parce que l'investissement décline. Les deux vont de pair. Et l'Inde est maintenant, depuis pas mal de temps en vérité, sur une courbe descendante de l'investissement global qui est très spectaculaire. Il est rare que vous ayez des séries statistiques à ce point constantes dans les économies contemporaines, 10 années quasiment de déclin de l'investissement, qu'a fait la police? Et là, on va se poser la question des politiques publiques. Ce déclin de l'investissement, il est lié évidemment principalement au déclin de l'investissement privé. Ceux qui n'investissent pas en Inde, ce sont les entreprises indiennes. Si j'étais plus provocateur, je dirais que lorsque les entreprises indiennes investissent, elles investissent à l'étranger. Et on n'a jamais vu autant d'argent partir de l'Inde vers l'étranger. Alors de l'argent d'étrangers qui était venu en Inde, mais l'argent d'Indiens qui envoient maintenant beaucoup de leurs fonds à l'étranger. Les entreprises indiennes n'investissent pas en Inde. L'investissement privé est en panne. Et là encore, la courbe est très spectaculaire et elle est plus que décennale. Très rare encore que vous ayez des séries statistiques qui soient à ce point orientées à la baisse sur 10, 12, 13 ans. Pourquoi est-ce que les entreprises indiennes n'investissent plus? C'est quand même le fond du problème. Ou en tout cas, par ce biais, on va trouver le fond du problème. D'abord parce que l'accès au crédit est très compliqué. Patrick a évoqué la question des banques. Elle est clé. On ne peut pas avoir de croissance dans un pays où l'accès au crédit est devenu tellement difficile. Et alors là, on passe de l'économie à l'économie politique. Et on ne comprend pas l'économie si on ne fait que de l'économie. Il faut rentrer dans les mécanismes de décision qui sont politiques. Les banques en Inde sont publiques à 80%. Ces banques publiques, leurs directeurs sont nommés par des ministres qui sont eux-mêmes nommés par un Premier ministre. Quand un homme d'affaires, ami du ministre ou du Premier ministre, a besoin d'un prêt pour financer un projet, il se tourne vers ses gouvernants qui vont tordre le bras aux directeurs de banques publiques qu'ils ont nommés eux-mêmes. Et même si le projet ne permettra pas que l'on rembourse le prêt sera consenti. On a fait ça pendant des années et des années en Inde, de sorte que les créances douteuses, c'est un mot très pudique pour dire bad loans, se sont accumulées au bilan des banques et qu'il y a 3-4 ans, on s'est rendu compte que la courbe s'élevait dangereusement, plus personne ne remboursait ses emprunts. Ni M. Anil Ambani, number one, ni tant d'autres qui sont partis en courant à Londres, vous en avez maintenant un bon paquet, Vijay Mallya n'étant que l'un d'entre eux, qui n'ont eu d'autre choix que de fuir le pays pour échapper à la prison parce qu'ils étaient bankrupt. Mais ce que vous avez derrière, c'est une économie politique. Vous avez le reflet là de ce qu'on appelle le crony capitalism, le capitalisme de connivence. Résultat, on a un problème financier majeur, car on a des banques qui ne peuvent plus prêter ni aux grandes ni aux petites entreprises, car elles ont un bilan calamiteux. Il faut qu'elles épongent ces créances douteuses qui représentent maintenant plus de 10% du bilan. Ça va rendre d'ailleurs l'Inde très difficilement éligible aux critères de Bâle. Ça, on pourra en reparler, c'est un peu technique, mais la fragilité bancaire indienne est majeure aujourd'hui. Et au niveau international, c'est un vrai problème. Donc, première explication du fait qu'on n'investisse pas en Inde, on n'a pas accès au crédit. Et c'est très difficile d'investir quand on n'a pas accès au crédit. Deuxième explication, les exportations n'ont pas été dopées par la baisse de la roupie, qui dévisse comme jamais. La roupie a perdu
énormément. Je cherchais le pourcentage, je ne réussirais pas à le calculer. Il fallait 54 roupies pour $1 en 2013. Il en faut 70, 71 aujourd'hui. 72, c'était il y a quelques jours, quelques semaines peut-être. La situation s'est marginalement améliorée. Ça ne suffit pas à doper les exportations qui ont encore baissé cet été. Par contre, ça renchérit considérablement les importations, notamment de pétrole. En plus de ça, le prix du pétrole augmente. Donc là, vous avez un ciseau redoutable. Le déficit commercial indien se creuse et la balance des paiements souffre également. Voilà une autre raison pour laquelle on n'a pas investi, parce qu'on n'a pas exporté. Plus fondamentalement, et là on rentre dans du social, parce qu'on ne comprend pas l'économie si on ne fait pas de social. Aussi, si les investisseurs indiens n'investissent pas, si les entreprises indiennes n'investissent pas, c'est qu'il n'y a pas de demande. Alors les chiffres que Patrick vous donnait sur l'automobile sont sidérants. Du moins 30, moins 40%, on n'avait jamais vu ça. Pourquoi est-ce que Suzuki investirait pour augmenter sa capacité de production dès lors que sa capacité de production est inutilisée à 40%? Il n'y a pas de demande. Les capacités de production inutilisées d'entreprises sont autour de 25% depuis maintenant quasiment, avec des hauts et des bas, depuis quasiment 8 ans. Ça nous pose le problème social clé. Pourquoi ne consomme-t-on pas en Inde? Bon, la raison la plus simple pour laquelle on ne consomme pas, c'est qu'on n'a pas les moyens. Et là, on rentre dans une autre dimension. On passe au vrai social. La croissance indienne des années 2000, la croissance à 2 chiffres, la croissance du pays émergent, sky is the limit, est une croissance qui a accru les inégalités d'une manière spectaculaire. Les riches se sont considérablement enrichis. Comme vous le voyez, les 10% les plus riches ont fini par représenter 55% du revenu national, tandis que les pauvres sont restés là où ils étaient, voire ont perdu, et la classe moyenne s'est paupérisée. Alors on peut raffiner, vous pouvez prendre les 40% intermédiaires, là c'est spectaculaire, les 40% qui sont entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres ont vraiment piqué du nez. Les 0,1%, alors là c'est le 1% à l'indienne, hein, le 1% américain, c'est évidemment, si vous transformez ça en 0,1%, vous avez les mêmes nombres, hein, mais vous voyez l'augmentation du revenu. C'est-à-dire que les super riches se sont considérablement enrichis, et puis les 50%, donc là on est quand même sur la moitié de la société, hein, on est sur la moitié de la société qui est en dessous la moyenne, et on voit une réduction de la part de cette population dans le revenu moyen, national. La croissance a été terriblement inégalitaire. Et les riches consomment, mais ils ne peuvent pas consommer de telle manière qu'ils tirent l'industrie automobile. Combien faudrait-il que M. Ambani achète de voitures pour que Suzuki puisse enfin redémarrer ses chaînes, hein? Ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit la classe moyenne qui consomme. Et elle ne peut plus. C'est ça le middle income trap. Il n'y a pas suffisamment de consommateurs pour embrayer et faire que l'économie redémarre. Dernier point, mais pas le moindre. 40% de la consommation a lieu en milieu rural. Les campagnes indiennes souffrent d'une crise maintenant chronique, structurelle, dont on pourrait multiplier les facteurs climatiques. On ne le dira jamais assez. Le changement des régimes de mousson est quelque chose que les géographes nous ont appris à identifier. La fonte des glaciers qui s'accélère. Deuxièmement, la baisse des nappes phréatiques. Le problème de l'irrigation, le problème de l'eau est devenu clé. Ceux qui ont suivi l'actualité cet été ont vu que Chennai a été ravitaillé tout l'été par un train de 50 wagons amenant tous les jours 250 millions de litres du nord au sud du Tamil Nadu. On peut faire ça un été, on ne peut pas faire ça tous les ans. Et pour les 21 villes dont on nous dit qu'elles n'auront plus d'eau dans les 5 ans qui viennent. Niti Ayog, la Planning Commission version Modi, nous dit 21 villes indiennes sont au bord du hydric stress, l'absence de ressources en eau. Ça, les campagnes le prennent de plein fouet, surtout qu'on utilise plutôt l'eau pour les villes que pour les campagnes. Et puis, troisièmement,
il y a un facteur très important, conjoncturellement, qui doit être pris en considération. L'électorat du BJP, c'est un électorat urbain, principalement. On fait attention à ce qu'il n'ait pas à payer trop d'argent pour s'acheter à manger tous les jours. Mais si vous voulez que la nourriture ne coûte pas cher dans les villes, il faut que vous achetiez le produit aussi à bas prix dans les campagnes. Et ce qu'on a vu pour la première fois de l'histoire indienne, c'est le croisement de ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat entre les villes et les campagnes. Les campagnes n'ont pas réussi à vendre leurs produits à bon prix, tandis que les intrants, les engrais, le matériel agricole, continuaient, lui, à coûter de plus en plus cher. Et donc, l'élévation du coût des produits agricoles était inférieure à l'élévation du coût de ce que les paysans avaient à payer pour produire. Et là, vous avez une des explications de la paupérisation des campagnes et d'un cycle, évidemment, de suicide de paysans que ce cartoon illustre. Et puis, il y a un dernier point, tout aussi spectaculaire, que je voudrais mettre en avant. C'est la baisse de la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut. Vous avez aujourd'hui 54% de la force de travail indienne qui ne représente plus que 11% du produit national. Et ça vous donne une idée du revenu très bas des campagnes aujourd'hui, qui est lié, et c'est mon dernier chiffre, et vous pouvez ne regarder que la ligne du haut, qui est lié notamment, en plus de tout ce que j'ai déjà indiqué comme facteur, au fractionnement des surfaces agricoles. La croissance démographique aidant, aujourd'hui, on subdivise génération après génération des surfaces déjà très petites, de manière à ce qu'il n'y ait plus guère qu'un jardin à cultiver et que ce qu'on appelle les paysans sans terre, ce qui est une vraie contradiction dans les termes, eh bien, sont devenus majoritaires. Il y a plus de paysans sans terre en Inde que de paysans avec terre aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est un facteur de paupérisation. Donc, la demande est faible du fait du creusement des inégalités. Elle l'est aussi du fait de la crise agricole. Cela explique que l'on n'investisse pas et qu'on rentre dans une spirale qui conduit à ce piège du middle income. Ça a une conséquence sociale redoutable. C'est la crise de l'emploi. Et les chiffres ont longtemps été cachés. Rappelez-vous la fameuse controverse du National Sample Survey l'hiver dernier. 2 statisticiens ont le courage de publier les chiffres du chômage. On les retire aussitôt de l'espace public. Les 2 statisticiens, d'ailleurs, démissionnent en bons professionnels. Il y a encore des gens qui ont de l'éthique dans certaines administrations indiennes. Et résultat, on dit non, le problème de l'emploi, inexistant. Il faut attendre le lendemain des élections pour que les chiffres sortent, les mêmes bien sûr, et qu'on apprenne que le nombre de chômeurs a augmenté de 20 millions en 2 ans. Alors ça, c'est lié en partie à la démographie. Tous les ans, l'Inde accueille 16 millions de nouveaux Indiens. La moitié vont aller sur le marché du travail. La moitié trouvera un travail. Tous les ans, on crée 4 millions de chômeurs environ. Alors, sans compter ceux qui se retirent du marché du travail. Il y en a beaucoup qui ne cherchent plus de travail. Ça, c'est un chiffre qui est particulièrement dommageable pour ce qui est de la jeune génération, car ce sont eux qui sont les plus touchés par le chômage. Aujourd'hui, on voit que le nombre de chômeurs parmi les 20-29 ans est particulièrement important. Vous avez 30 millions, si on en croit ce chiffre, et surtout c'est la croissance. Alors, toute cette dynamique s'explique par tout ce que j'ai expliqué déjà, mais aussi par la démonétisation de 2016, bien sûr. C'est 2016 le tournant, enfin l'accélérateur. Quand Narendra Modi retire 86% de la masse monétaire, tous les billets de 500 et de 1000 roupies sont retirés du marché, tout d'un coup, tout le secteur informel est bloqué, parce qu'on ne peut plus payer de la main à la main. Alors ça prend du temps.
à remonter. Et en fait, on n'a toujours pas remonté cette pente. Quand on regarde ces chiffres, c'est là qu'on va. Dans cette situation, et je passe maintenant à l'action, puisqu'il y a eu de l'action, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un moment où il faut quand même agir. On voit les courbes qui continuent de piquer du nez. Il y a un moment où il faut prendre des mesures. Alors, ce qui est très intéressant dans les mesures qui ont été prises, c'est qu'elles nous renvoient à de l'économie politique. Et je ne vais pas en donner plus que 2 ou 3, parce que, en plus, Patrick les a déjà évoquées, mais elles sont très révélatrices. La première mesure très intéressante, c'est celle qui concerne la fusion des banques, qui fait la une des journaux. On a réussi quelque chose, sauf que, en fusionnant 10 banques qui ont chacune des bilans calamiteux, au lieu d'avoir 30 banques au bilan calamiteux, on n'en a plus que 10. Mais on n'a pas fait ce que les économistes, qui d'ailleurs sont repartis aux États-Unis, Arvind Subramanian étant l'un d'entre eux, recommandaient depuis très longtemps, faire une bad bank. Réussir à retirer du bilan des banques toutes ces fameuses créances douteuses, pour en quelque sorte circonscrire le problème et rendre le réel système bancaire sain. Pourquoi est-ce qu'on a évité ça? Là, vous retrouvez l'économie politique. On veut garder la haute main sur un grand nombre de banques et tenir ces banques de manière à ce qu'on ait toujours sa tirelire en quelque sorte et qu'on puisse faire prêter aux amis du président, en l'occurrence ce n'est pas un président, aux amis du pouvoir pour qu'il y ait ce fameux cycle du financement de la politique indienne. Il faut que les hommes politiques aient la haute main sur les banques publiques pour que les banques publiques prêtent à des amis du pouvoir et que ces amis du pouvoir financent les campagnes électorales des hommes politiques. Vous avez les 4 coins du carré là. La campagne électorale de 2019 a coûté 7 milliards de dollars. Aucune campagne électorale dans aucune démocratie du monde n'a coûté 7 milliards de dollars. D'où venait cet argent? Sinon, des crony capitalistes qui étaient justement ceux qui avaient récupéré l'argent des banques publiques que le pouvoir avait bien voulu leur donner. Donc ça, c'est la première fausse réforme. Ce n'est pas une réforme, c'est une mesure qui ne permet pas de, par exemple, donner aux banques une émancipation, une capacité à dire non au pouvoir et une capacité à gérer leur financement. La deuxième réforme que Patrick a aussi mentionnée, est très intéressante également, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une mesure qui peut avoir d'effet positif à court terme. La mesure qui aurait pu avoir un effet positif à court terme, dès lors que le problème, c'est la demande, dès lors qu'on n'a pas de demande, c'est de donner du pouvoir d'achat. Faire que ceux dont la courbe a baissé, comme vous l'avez vu, redressent la tête, qu'ils puissent consommer. Ça aurait voulu dire quoi? Vous baissez la GST, vous baissez les taxes la TVA. Quand on fait de la relance dans un pays comme la France, on n'en fait plus guère maintenant, mais quand on en faisait, c'était ça. Vous baissez le taux de TVA. Et donc, vous perdez des recettes, bien sûr, mais de toute façon, ils vont en perdre aussi, là, puisqu'ils vont perdre la recette de l'impôt sur les sociétés. Mais vous relancez la consommation. Là, on n'a pas relancé la consommation, on a fait un cadeau aux entreprises. On retrouve le même problème d'économie politique, de capitalisme, de connivence, qui explique beaucoup de ces problèmes. Alors, je termine sur ce que... on peut dire de l'articulation entre cette crise-là et la relance, pour le coup, d'une politique de l'Hindutva. On voit bien que le gouvernement ne cherche pas à s'attaquer frontalement à la crise économique, qu'il ne cherche pas à libéraliser, qu'il hésite à le faire probablement parce qu'il dépend de ces grands milieux d'affaires, c'est le capitalisme de connivence, et aussi probablement parce qu'il est plus étatiste qu'il ne veut bien le dire. Mais, et c'est là que je fais le lien avec l'Hindutva,
En 2019, Narendra Modi a réussi à remporter les élections haut la main en dépit d'un bilan économique très mitigé, pour ne pas dire plus. Pourquoi ? Parce que c'est la carte identitaire qui a servi. C'est l'affaire du Cachemire à travers les attaques djihadistes de Pulwama et la réplique militaire de la force aérienne indienne. Si vous pouvez gagner les élections malgré un bilan économique mitigé en jouant la carte identitaire, alors ça fait du sens, au moment où l'économie pique du nez, de faire ce qui a été fait au Cachemire. Ça fait beaucoup de sens. Parce que vous mettez en œuvre un article de votre programme que vous avez annoncé depuis longtemps, vous êtes en accord parfait avec l'idéologie nationaliste hindoue. Les nationalistes hindous ont toujours refusé l'autonomie du Jammu et Cachemire. Dès les années 50, leur président, l'ancêtre du BJP, le Jansang, avait un président, Mukherjee, qui est mort au Cachemire en 1953 alors qu'il protestait contre l'autonomie qui était accordée à cet État. Et donc, il y a là une véritable complémentarité entre le contexte, les circonstances économiques et la stratégie politique, ce qui évidemment ouvre la discussion. Je m'arrête là pour qu'elle puisse avoir lieu. Merci Christophe. Merci beaucoup pour cet exposé qui, évidemment, c'est vrai, nous ouvre une clé fondamentale auquel on ne pense pas forcément quand on essaie d'expliquer juste les raisons qui ont fait que cette politique de l'Hindutva est si bien en avant. D'ailleurs, je me souviens qu'en 2014, au moment de la première victoire du BJP, c'est déjà ce que, enfin, on disait si l'économie ne fonctionne pas, c'est ce qui va sortir au bout. Et on est dans cette situation-là maintenant, quoi. C'est assez... le B-plan, ouais, qui est devenu le A-plan. Alors, c'est vrai que maintenant, comment les choses vont continuer à se développer, fut en avant, parce que évidemment, toutes ces mesures, pour le Cachemire et puis d'autres choses, on a parlé du Hindi, vont susciter ou suscitent des violences, des oppositions, des troubles. Et on peut se demander quels sont peut-être les freins aussi. Enfin, comment est-ce que la démocratie indienne, si c'est bon, la démocratie, il y avait déjà des bémols avant, mais comment est-ce qu'elle peut, je ne dirais pas résister, mais avoir aussi quelques contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y en a? Comment est-ce que ça se produit? Alors, je prendrai peut-être quelques questions en termes, par exemple, de politique intérieure sur la question du fédéralisme, puisqu'on parlait à l'instant du Jammu et Cachemire, de cette remise en question de cette autonomie, qui est singulière parce que c'était quand même au départ, au moment de l'indépendance, cet État du Jammu et Cachemire, enfin la partie, disons, indienne du Cachemire, a intégré l'Union indienne parce qu'il y a eu cette autonomie accordée, et c'était une sorte de condition finalement. Donc là, on remet en question un équilibre qui est très ancien, enfin qui date vraiment du moment de l'indépendance. Et on voit bien qu'il y a une forme de centralisation accélérée, en tout cas pas dans les institutions, sauf que si, là c'est dans les institutions. Jusque-là, c'était plutôt, en fait, on voyait cette constitution indienne si vaste et si foisonnante, plus ou moins adaptée, changer selon les pouvoirs, etc. Mais là, on va changer peut-être carrément ce qui est inscrit dedans. Donc, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Comment est-ce que les choses vont pouvoir continuer comme ça, et sachant qu'il y a d'autres États de l'Inde qui pourraient peut-être aussi être malmenés par ça. Et ça contredit aussi ce que disait Modi au départ en 2014, qu'il était un peu le champion des États, qu'il allait défendre la capacité des États à se faire entendre au centre. Évidemment, il parlait comme ancien chief minister du Gujarat. Donc là, il y a eu la disparition de cette commission planification remplacée par le NITI. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle fonctionne, ce nouveau régime? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Et puis, toujours rester sur cette question du fédéralisme, évidemment,
comment analyser finalement le fait qu'il y a quand même en Inde du Sud, où le BJP n'a pas réussi véritablement à s'implanter, en tout cas au Tamil Nadu et au Kerala, parce que c'est vrai qu'au Karnataka, ça fait un moment qu'ils sont présents. Il y a eu des tentatives, enfin il y a des tentatives bien entendu. La campagne n'a pas été très probante. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas en face d'un congrès en déconfiture comme ailleurs, donc peut-être c'était ça. Mais bon, qu'en est-il de cette situation aussi de ces États du Sud par rapport aux décisions prises par Modi et à cette politique de l'Hindutva? D'ailleurs, là-dessus, sur le Sud, on est quand même un peu étonné de voir par exemple à Bangalore la réaction qu'il y a eu soutenant les décisions au Cachemire, avec des réactions récentes aussi d'intolérance, une attaque des pèlerins chrétiens qui se rendaient à Velangani, au pèlerinage qui se trouve au Tamil Nadu. Donc, bon. Donc, sur cette question du... Ce sont plusieurs questions. Oui, il y a plusieurs questions. Il y a beaucoup de questions auxquelles répondre. Oui, je vais essayer de les traiter rapidement, mais comme on dit, to do justice to them. Non, la question clé qui embrasse beaucoup d'autres, c'est finalement celle des freins, hein, puisqu'on peut tout rapporter à cette interrogation. On a une force dominante qui est maintenant, on peut dire, hégémonique, qui taille la route, qui a son agenda. Et en face, qu'est-ce qu'il y reste? Alors, le frein qui paraîtrait le plus efficace, ce serait le pouvoir judiciaire, car beaucoup d'opposants disent que l'abolition de l'article 370 n'est pas légale, et donc on attend de voir ce que la Cour suprême va dire. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est le temps que la Cour suprême met à se saisir de ce dossier. Car elle a encore hier considéré qu'elle n'avait pas le temps de s'en occuper. On l'a ajournée une fois de plus. Alors c'est sûr qu'elle a des gros dossiers sur les bras, hein. Elle est en train de traiter de la question d'Ayodhya. Ce n'est pas une mince affaire. Mais c'est tout de même préoccupant parce qu'on sent que pour les juges, il est urgent d'attendre, en quelque sorte. Alors là, il y a un point d'interrogation. Est-ce que les juges vont considérer qu'il y a là une entorse à la légalité de la Constitution? Alors, il y a deux sujets, hein, d'ailleurs. Il faut faire attention. On se polarise beaucoup sur l'article 370. C'est évidemment un sujet. Mais il y a un autre sujet, c'est la transformation d'un État en territoire de l'Union. Et ça n'a jamais figuré dans aucun programme du BJP. Pour que vous compreniez bien, le 4 août dernier, ce qu'on a fait, c'est pas seulement réduire l'autonomie du Jammu et Cachemire, mais transformer le Jammu et Cachemire en un territoire de l'Union, plus petit d'ailleurs, puisqu'on lui a retiré le Ladakh, qui est devenu un autre territoire de l'Union. L'idée là, c'est quoi? C'est de réduire encore davantage l'autonomie du Jammu et Cachemire, parce qu'un territoire de l'Union est dirigé par un lieutenant-gouverneur auquel la police rend compte. L'État du Jammu et Cachemire était maître de sa police. Le territoire de l'Union du Jammu et Cachemire n'a plus la main sur sa police. Et la police du Jammu et Cachemire will report to Amit Shah, ministre de l'Intérieur. Donc ça, pour le coup, en termes de légalité constitutionnelle, ça paraît exorbitant. On n'a jamais, dans l'histoire de l'Inde, transformé un territoire de l'Union, un État en territoire de l'Union. On a fait le contraire, hein, on a transformé beaucoup de territoires de l'Union en État, mais on n'a jamais fait ça dans ce sens-là. En tout cas, sans demander à l'Assemblée de l'État, au chef du gouvernement de l'État, son avis. Donc là, la question juridique, elle est complète. On va voir ce que disent les juges. Mais c'est le premier sujet. Par ailleurs, juste pour être complet sur cette histoire de Jammu et Cachemire réduit à sa portion congrue, qu'est-ce que craignent les musulmans du Jammu et Cachemire, du Cachemire? Ils craignent le renversement de rapports de force démographiques. Pourquoi est-ce qu'on retire le Ladakh et qu'on laisse le Jammu?
Hein, au programme du RSS et du BJP, il fut un temps où on disait on va faire une trifurcation. Ladakh, vallée de Srinagar, Jammu, chacun chez soi. Les bouddhistes, les musulmans, les hindous. Là, on laisse les musulmans de la vallée de Srinagar et les hindous du Jammu ensemble. Parce que, craint-on à Srinagar, l'objectif final, c'est de renverser le rapport de force démographique et de faire qu'il y ait plus d'hindous que de musulmans dans le Jammu et Cachemire, nouvelle formule. Et c'est une des raisons pour lesquelles on retire le droit de vote aux musulmans qui sont venus après 1947. Ça, c'est tout à fait nouveau aussi. On verra. Tout ça, c'est sur la table du juge Gogoi, Chief Justice de la Supreme Court indienne. L'autre frein qu'on pourrait envisager, c'est l'opposition, bien sûr. Mais l'opposition est en miettes. L'opposition indienne n'a pas réussi à former un front uni. Les partis eux-mêmes se sont divisés sur la question du Cachemire. Le Congrès a été truncated in the middle, littéralement. Et on comprend pourquoi. Vous êtes illégitime quand vous ne voulez pas une nation unie, une nation complète. Hein? One nation, one constitution. Qui est-ce qui peut dire non, non? Unity in diversity. That's over. Unity in unity. That's the motto. Et en fait, le Parti du Congrès a été totalement incapable de suivre une ligne sur ce thème parce que vous ne pouvez pas avoir un discours légitime et crédible quand vous apparaissez antinational. Et tout ça va leur coûter très cher en termes de cohésion interne. Ils n'arrivent plus à avoir le discours de celui dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Alors le fédéralisme, il est effectivement aussi la victime collatérale de tout ça. Et ça, ce n'est pas depuis le 4 août. Hein. Quand vous regardez la trajectoire de Modi depuis 2014, il a écorné tant qu'il a pu l'autonomie des États. Il y a un symbole de ça. Enfin, il y en a deux. Les tentatives pour imposer la President's Rule. 2 fois, on l'a imposé en Arunachal Pradesh, en Uttarakhand. 2 fois, les juges ont dit « mais en quel honneur ?» Ils ont dû faire marche arrière. Mais ils avaient été très loin dans cette tentative. Et puis pareil, Jammu et Cachemire, quand ils ont imposé la President's Rule alors qu'il y avait une majorité. Bon. Et deuxièmement, quand vous regardez la façon dont sont distribués les crédits qui viennent du centre, et comme vous le savez sans doute, les États n'ont pas les ressources fiscales pour se suivre à elles-mêmes. Donc les ressources fiscales sont pompées par le centre qui redistribue aux États. La clé de distribution est très importante. Cette clé de distribution a peu à peu changé et aujourd'hui, les grands programmes de développement, Swachh Bharat, Ujjwal, les fameuses gas cylinders, Name One, tous les grands programmes de politique publique, de lutte contre la pauvreté et de développement viennent du centre. Et il est écrit dans la charte de la GST, la Goods and Services Taxes, que le GST Council, où, by the way, le centre est beaucoup plus fort que dans la Planning Commission, eh bien, on donnera aux États en fonction de la façon dont ils mettent en œuvre les programmes initiés par le centre. Ça, c'est sans précédent. On revient aux années Indira Gandhi des années 70, en vérité. On n'est pas très loin de cette période de centralisation du pouvoir où le fédéralisme a tellement souffert. Dernier point, pour ne pas être trop long. Oui, le Sud est évidemment celui qui marche de travers. Alors, ce qui est spectaculaire, c'est de voir le Tamil Nadu se mobiliser pour le Jammu et Cachemire. L'État qui a le plus défendu le Jammu et Cachemire, c'est le Tamil Nadu. Et d'ailleurs, si on a mis Farooq Abdullah derrière les barreaux avec in custody, hein, en résidence surveillée, sous un chef d'accusation qui est le Security Act, c'est pour empêcher les leaders du Tamil Nadu de faire valoir devant la justice qu'ils pouvaient être bailable, qu'ils pouvaient être libérés sous caution. Alors, ça, par parenthèse, c'est encore une question que les juges vont devoir examiner. De quel droit soumettons à une loi aussi draconienne qui empêche tout procès pendant 2 ans, enfin qui peut en tout cas se traduire par une résidence surveillée sans procès pendant 2 ans? Quel est le chef d'accusation qui justifie ça? En tout cas, c'est le Tamil Nadu qui a essayé
faire libérer Farooq Abdullah. C'est bien le signe. C'est bien le signe qu'en fait, il y a à la périphérie de l'Inde le sentiment que le coup d'après, c'est le hindi, le coup d'après, ça peut être le Sud qui va en souffrir, donc on se serre les coudes. Mais ça ne suffira sans doute pas à remettre en cause ce que j'appelle le majoritarisme. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100% des électeurs derrière vous quand vous voulez remporter une élection. Il vous en faut 51%. Si, au contraire, vous polarisez et que vous avez les Tamouls, les Bengalis, les Cachemiris contre vous, vous avez tout le reste. Au contraire, vous avez tout le reste encore plus solidement derrière vous. Donc polariser, c'est une façon de gagner encore. C'est ce que les national-populistes font partout, de Trump à Netanyahou en passant par Erdogan. C'est la stratégie. Réussir à trouver le vrai ennemi qu'on monte en épingle pour que les vrais soutiens, les vrais nationaux, les vrais patriotes restent derrière vous. Alors, dans toutes ces évolutions, on voit bien que l'équilibre des rapports de force démocratiques s'affaiblit petit à petit. Mais enfin, jusqu'ici, on disait beaucoup que cette démocratie ethnique qui se met en place, elle se mettait en place de facto de par la politique menée par Modi, mais pas déjourée parce que pour modifier réellement le cadre législatif, il faudrait toucher à la Constitution, ce qui jusqu'ici était impossible étant donné que le Sénat, l'équivalent du Sénat, est contrôlé par l'opposition. Quand on voit les résultats électoraux que le BJP engrange semestre après semestre depuis quelque temps, est-ce que vous voyez venir le moment où le gouvernement aura les moyens de modifier la Constitution et là de réellement changer le cadre démocratique de l'Inde? Oui, si la tendance se poursuit, vous savez comment ça marche, hein, ce sont les assemblées des États qui élisent le maximum de députés du Sénat, enfin de sénateurs. Donc, à mesure qu'ils remportent des États, ils envoient des sénateurs et c'est comme chez nous d'ailleurs, hein, des renouvellements par tiers tous les 3 ans, donc ça change régulièrement. Les élections qui arrivent là au Maharashtra et en Haryana sont importantes pour ça. Parce que si au Maharashtra, qui a beaucoup de membres dans son assemblée, le BJP et le Shiv Sena font un tabac, eh bien ils auront encore plus d'électeurs qu'on appelle de grands électeurs. Mais en l'occurrence, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'aura pas fallu attendre que le BJP ait la majorité des 2/3 au Parlement pour qu'on change la loi et qu'on rentre de fait dans quelque chose qui est une démocratie ethnique de droit. Quand même, il fallait qu'il y ait un vote au Parlement pour abolir l'article 370. Et il a eu lieu. Parce que des opposants d'hier sont devenus des soutiens d'aujourd'hui. Et alors là, on rentre dans une autre dimension encore. L'opposition ne sait plus où elle habite. Donc, non seulement ils se divisent au sein du Congrès, mais combien de partis ont voté pour le BJP sur cette question? AAP à Delhi, c'est quand même le meilleur exemple. Arvind Kejriwal se plaint tous les jours d'avoir un lieutenant-gouverneur sur le dos parce qu'il n'a pas un État, mais un territoire de l'Union un peu amélioré. Eh bien, il est le premier à soutenir le BJP quand celui-ci transforme un État en territoire de l'Union. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire qu'on a bien une classe politique qui n'a plus de repères, qui n'a plus de valeur, qui ne croit plus en une direction qui aurait la démocratie comme guide. Et ce n'est pas vrai que de AP. Hein. On a vu quantité de partis régionaux, le Biju Janata Dal, le BJD, le GDU de Nitish Kumar. Tous ces gens qui sont socialistes, qui sont sécularistes, qui, la main sur le cœur, ne jurent que par la démocratie, votent en permanence en contradiction avec leur discours d'hier. Donc, on n'est même pas sûr d'avoir besoin d'attendre que les blocs politiques basculent pour que des lois de plus en plus compliquées soient votées. La prochaine, c'est bien sûr celle dont vous parliez, à propos de qui est un citoyen indien. Les 2 millions d'apatrides qui sont en train de se dessiner dans le nord-est, il y a une loi qui va
sanctionner la chose, cette loi, il faudra la faire passer dans les deux chambres. Il est bien possible que l'opposition, soi-disant l'opposition, vote en faveur. Et ça nous rappelle tellement l'état d'urgence. Rappelez-vous, l'état d'urgence en 1975, Indira Gandhi met 100 000 personnes derrière les barreaux, mais seulement un tiers des députés. Tous les autres députés viennent siéger au Parlement comme si de rien n'était. Leurs copains sont en prison, certains torturés, mais ils ont un siège. Ils ne vont pas le laisser comme ça. Vous ouvrez là une boîte sur quel est le degré d'adhésion aux valeurs qui fondent la démocratie et qui est prêt à mourir pour la liberté, pour faire bref, hein, qui est prêt à se battre pour la liberté, qui est prêt à démissionner, à perdre son siège pour la démocratie. Vous imaginez tout un horizon d'analyse que ça découvre. Alors, dans la doctrine de l'Hindutva, dans les engagements du programme électoral du BJP, etc., il y avait au moins 3 grandes promesses. Supprimer l'autonomie du Cachemire, c'est fait. Supprimer le code civil plutôt mettre en place un code civil uniforme, c'est-à-dire, tout le monde ne le sait pas forcément, mais en Inde, selon la religion à laquelle on appartient, on ne suit pas forcément les mêmes lois au niveau du droit de la famille, etc. Autrement dit, les musulmans ont un droit qui leur est propre. Et une grande revendication des partisans de l'Hindutva, c'est d'unifier le code civil et donc de supprimer en fait le droit propre aux musulmans. Donc ça reste à faire. Et puis, il y a une troisième grande promesse, la construction d'un temple hindou sur le site d'Ayodhya. Ayodhya étant cet endroit où une mosquée a été détruite par les militants hindouistes il y a combien de temps, 20 ans ? 6 décembre 92. 92, oui, voilà, un peu plus. L'affaire est devant la Cour suprême, qui doit d'ailleurs se prononcer en novembre, normalement. Ouais. Et potentiellement, c'est une affaire absolument explosive, puisqu'elle a déjà causé des émeutes, des massacres, etc. Bon, donc jusqu'où voyez-vous aller le gouvernement de M. Modi sur ces 2 grandes autres promesses qu'il n'a pas encore mises en œuvre? On peut spéculer, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais sur le code civil uniforme, l'essentiel du travail a été fait avec le triple talaq, hein, qui fait qu'on ne peut plus répudier une épouse sur la simple base de la répétition. C'est plus compliqué que ça en vérité, hein, bon, je vous la fais courte, du mot talaq 3 fois. Bon, ça y est. Dans le code musulman. Dans le code musulman, voilà, c'est ça, dans la charia. Donc, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un petit peu comme dans l'affaire du Jammu et Cachemire. Il aurait fallu réformer la Constitution pour créer un code civil uniforme. Là, on s'est contenté d'une loi qui permet de faire sortir de la coutume, ou plutôt de faire sortir une coutume du droit, appliqué à tout le monde, et du coup, uniforme. Bon, la question d'Ayodhya est beaucoup plus compliquée. La question d'Ayodhya, ça va être la patate chaude que les juges se refilent depuis maintenant, effectivement, une bonne vingtaine d'années. Alors, il fut un temps où les juges avaient le courage de dire « nous ne pouvons pas décider du lieu de naissance du dieu Ram ». Ça, c'était un moment de bravoure. Narasimha Rao, Premier ministre de l'Inde, avait dit « bon, mais alors, dites-moi, il est né où, Ram ? Parce que s'il est né là, il faut qu'il y ait un temple là. » Alors les juges avaient pris le temps de l'examen du sujet, ils avaient dit non, on ne peut pas savoir. C'est au-delà de notre compétence. Alors là, maintenant, il y a des juges qui, ça y est, se prononcent. Hein, à la cour d'Allahabad, dans l'Uttar Pradesh, un juge a dit bah oui, il est né là, et donc il faut un temple. Il y a eu un appel. La Cour suprême est maintenant saisie en appel et doit statuer. Ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est jusqu'à quel point le BJP et Narendra Modi en particulier veulent mettre fin à ce conflit. Ce conflit leur a rapporté énormément de voix. C'est ce conflit qui a polarisé la société indienne de manière tellement spectaculaire. Élection après élection, tout commence en 84. Hein. C'était en 84, lors du scrutin de 84,
qu'on a commencé à attiser les braises. Et puis, 89, 91, à chaque élection, Ayodhya est revenu et a permis de mobiliser les hindous sur une base politique. Souhaite-t-il se priver de cette ressource ? Et est-ce que les juges tiennent compte de ce que les politiques souhaitent, ou est-ce qu'ils vont décider en conscience ? Sachant que quel que soit le résultat, on va avoir des lendemains très compliqués en termes de law and order, sauf à faire l'hypothèse plausible que les musulmans de toute façon sont à genoux, ne peuvent plus redresser la tête. On a des quantités d'exemples de paupérisation, de marginalisation, de véritable ghettoisation. Là encore, on spécule. On peut faire le pari que c'est le moment, il n'y aura pas de manifestation, c'est fini, ils sont résignés, ils n'auront plus un lieu de culte dans cette zone. Et puis il y a l'hypothèse favorable où on décide de faire un temple et une mosquée, mais alors la mosquée ne doit pas être sur le lieu de naissance du dieu Ram. Donc la mosquée doit être plus loin, c'est ce que les chiites demandent d'ailleurs, et le BJP est très heureux d'avoir des alliés chiites, à Lucknow notamment, parce qu'eux sont prêts à faire une mosquée, mais loin du lieu où était l'ancienne, où là, il doit y avoir un temple. On va voir quel est le degré d'imagination architecturale et juridique de la Cour suprême, mais il n'est pas sûr qu'on arrive à la fin de l'histoire, qu'il se peut qu'on reparte pour un autre cycle. Mais on n'est peut-être pas sûr que Modi veut régler le problème, mais sa base le réclame absolument. Oui, alors il y a une attente très, très forte. Il y a une attente très forte. À quel point peut-il y résister, trouver d'autres scapegoats L'affaire de l'Assam va être une affaire l'affaire des citoyens indésirables va être une très très grosse affaire. Et elle vient juste après. Donc un clou chasse l'autre. On peut tout à fait changer de pied et dire on laisse reposer ce dossier et puis on n'en attaque un autre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puisque si vous regardez bien les séquences, vous avez eu d'abord le Love Jihad, après vous avez eu le Land Jihad, après vous avez eu le Anti-Conversion lynchings, vous avez eu les Reconversions, Garbhapsi. Ils fonctionnent à la mobilisation ciblée l'une après l'autre pour toujours maintenir la pression, toujours maintenir leur base en action et de faire qu'ils aient effectivement du grain à moudre. Parce que n'oubliez pas que beaucoup n'ont rien à faire d'autre. Et que donc il faut aussi avoir une agitation latente permanente. Peut-être qu'on va pouvoir bientôt prendre aussi des questions. J'avais peut-être une dernière question, en tout cas pour ma part, à poser. En ce qui concerne, je reviens un tout petit peu sur la question de cette opposition qui finalement ne s'oppose plus, donc parce que en partie ils veulent garder leur siège et qu'évidemment, enfin en partie, et que évidemment il y a cette vague quand même de l'Hindutva qui est très compliquée à contrer, mais ça se joue pas uniquement dans le milieu politique, cette acceptation finalement petit à petit. Et je pensais au milieu universitaire, puisque là on est dans une université, donc je voulais reposer cette question qui est analysée d'ailleurs dans le livre, oui. Et sur la mise au pas des universités, ce qui s'est passé à la GNU. Là maintenant on a enlevé toutes les affiches, enfin tout ce qui faisait un peu le cœur de ce qu'était la GNU comme lieu de liberté de pensée, et voilà. Et donc ça a aussi des conséquences après sur le long terme, puisqu'on va former des générations qui auront eu accès à un certain type de savoir. Il y a des manipulations sur l'écriture de l'histoire qui sont considérables. Donc c'est sur le long terme aussi que ça peut jouer. Tout à fait, mais il y a un chapitre entier dans le livre sur cet aspect des choses, la société civile qui est mise effectivement en coupe réglée. C'est l'université, ce sont les ONG. Les ONG souffrent énormément, et puis les médias. C'est-à-dire que vous avez là un triptyque redoutable. Les universités, je ne parle que d'elles pour gagner du temps, effectivement, c'est un enjeu qui nous tient très à cœur, parce que d'abord, nous avons tous
des collègues qui souffrent sur place et que nous recevons aussi des étudiants qui viennent de l'Inde. Et que l'enjeu, c'est celui-ci, effectivement. Qu'enseigne-t-on? Qu'apprend-on de l'histoire de l'Inde aujourd'hui? Je dirige en thèse là, un étudiant remarquable qui étudie à la loupe les manuels d'histoire utilisés dans différents États de l'Inde. On réécrit l'histoire dans des proportions considérables. Alors d'abord, il y a l'aspect mis à l'écart des faits. Bon, on n'en parle plus, ça c'est une chose. La partie empire moghol est parfois réduite à la portion congrue. Il y a même un manuel qui ne parle plus que du déclin de l'empire moghol. Vous ne savez pas d'où il décline, mais il décline. Et puis, il y a un autre problème, c'est le travestissement des faits. Donc, la question des invasions aryennes. Non, il n'y a jamais eu d'invasion aryenne. Les hindous sont les fils de ce sol. Donc, vous avez là quelque chose qui va avoir des conséquences sur le sentiment d'identité que l'on porte. Et puis, sur la période plus contemporaine, eh bien, certains sortent du jeu. Au Rajasthan, il y a un manuel qui réussit à parler de l'Inde post-indépendance, un post-colonial, sans mentionner le nom de Nehru. Donc on est sur, là aussi, de la mise à l'écart. Et puis par contre, les grands héros de l'Inde deviennent des gens dont on n'avait jamais entendu parler. Alors, on en entend parler de plus en plus maintenant, hein, mais évidemment que c'est une façon de raconter l'histoire qui aura des effets. Vous savez, ce n'est pas très compliqué. Vous allez dans le Pakistan actuel et vous regardez comment est-ce qu'on vous raconte l'histoire et vous voyez les dégâts que ça fait, ce genre de pratique. Il y a beaucoup d'endroits au Pakistan où on pense qu'en 1965, les Pakistanais ont gagné la guerre. Mais c'est parce que c'est dans les manuels d'histoire. Alors ceux qui sortent du pays et qui sont exposés à d'autres influences connaissent la vérité, mais il faut aller la chercher, la vérité. Surtout que, dernier point important, on fait le ménage dans les archives, hein. Et la machine à broyer fonctionne quand même pas mal. Et donc, il y aura des problèmes, il y aura des trous dans l'historiographie de l'Inde à venir. Et là, ce n'est pas seulement l'université, c'est le Nehru Memorial and Museum Library, Nehru Museum and Memorial Library. C'est des lieux de recueil des archives qui étaient la mémoire du pays, dont on peut craindre qu'elles ne soient plus aussi intactes. Donc, les enjeux sont effectivement considérables. Avant de passer la parole à la salle, moi je voudrais volontiers poser une question dans le domaine économique. Vous nous avez fait un portrait extrêmement inquiétant de la politique économique du gouvernement. Je me demandais quand même si, sur les 5 dernières années, il y a un certain nombre des grandes innovations économiques de ce gouvernement que vous jugez positives. Alors, ce qui était très positif, c'était l'idée que l'on allait redonner davantage de financement aux États. On avait cette idée qui avait été émise en 2017, je crois, même peut-être 2016, consistant à dire on allait passer de 32 à 42%, c'est ça, hein? Je crois que c'est ça. La part des fonds collectés par le centre qui allait d'emblée vers les États allait augmenter de 10 points de pourcentage. Et alors, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on vient de revenir là-dessus parce qu'il y a un problème de financement de l'État. Hein. Les finances publiques sont en très mauvais état. Je n'ai pas tout raconté, mais vous savez comme moi, Patrick, on vient de ponctionner la Reserve Bank of India d'un montant colossal. Mmh. On a pris 1,3 milliard. Dividende exceptionnel, oui. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est one shot. Parce que vous avez un tel déficit des comptes publics que pour pouvoir tenir et payer vos fonctionnaires, il vous faut aller chercher l'argent qui sont dans les caisses de la Reserve Bank of India, dont l'autonomie a, elle, été divisée par autant qu'elle a eu de directeur au cours des 3 dernières années, puisqu'on ne cesse de changer le gouverneur de la Reserve Bank of India pour être sûr d'avoir quelqu'un qui, justement, signe en bas à droite les fonds qu'on veut lui demander. Donc, il y avait une très bonne idée qui était de redonner de l'autonomie financière aux États. Ça, c'était une excellente initiative que Niti Aayog avait soutenue, d'ailleurs. Et puis, on est en train de revenir dessus, et c'est bien dommage. La GST était aussi une très bonne idée, avoir une
une TVA qui soit la même à travers tous les États. Ça permettait de commercer d'un État à l'autre et d'investir avec une visibilité plus grande. On va voir comment sa mise en œuvre finit par se routiniser. La mise en œuvre a été particulièrement délicate, mais voilà une autre excellente initiative, qui d'ailleurs ne vient pas du gouvernement Modi, puisque c'était le gouvernement Congrès qui l'avait proposé, et à l'époque, le BJP était contre. Mais quand le BJP est arrivé au pouvoir, il a trouvé que c'était une bonne idée, et donc il l'a fait voter. Donc ça reste positif. Oui, bien sûr. Ah bah oui, ça facilite les échanges. Oui, non, tout à fait. Il y a aussi eu pas mal d'initiatives du gouvernement en matière de facilité à faire des affaires, de réglementation de la vie des entreprises, etc. Et d'après les hommes d'affaires sur place, ça améliore pas mal les choses. Ouais. Oui, notamment pour les investisseurs extérieurs ou ceux qui viennent qui veulent exporter. Donc on a des special economic zones qui se sont multipliées sur un modèle un peu chinois d'ailleurs. C'était l'idée du Make in India. L'idée de Narendra Modi, c'était de faire en sorte que l'Inde devienne une plateforme, une plaque tournante industrielle. À mesure que les coûts salariaux augmentaient en Chine, on pouvait espérer que certains viennent relocaliser leurs activités industrielles en Inde. Et c'est ce que certains ont fait. Foxconn fait ses iPhones en Inde maintenant. Ça, c'est une relocalisation de la Chine vers l'Inde. Ça ne s'est pas beaucoup au-delà de ça, on n'a pas beaucoup d'exemples. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que les entreprises qui craignent que le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis se traduise par des hausses de droits de douane, ça a commencé d'ailleurs, et donc qui craignent que pour exporter vers les États-Unis, fabriquer en Chine, ce ne sera plus une très bonne idée, ils ne se relocalisent pas tellement en Inde, ils vont au Vietnam, dans l'électronique, ils vont au Bangladesh, dans le textile. Le Bangladesh est en train de devenir un important fabricant de textiles à l'export. Et donc, le Make in India, là, n'arrive pas à être suffisamment attractif. Et les efforts qui ont été faits du côté de la ease of doing business, en quelque sorte, visiblement ne sont pas suffisants, en tout cas pour bénéficier de ce transfert. Et on le sait pourquoi, parce qu'il y a d'autres problèmes. La libéralisation pour un homme d'affaires étranger, ça veut surtout dire que je puisse licencier mes salariés aussi vite que je les embauche, que j'ai un accès à la terre beaucoup plus rapide, il faut un temps fou pour faire une usine encore en Inde, que la taxation soit aussi simplifiée parce qu'il y a des droits suivant les États qui sont différents. Et là, il n'y a pas eu tellement de réformes en vérité. Alors, la forte baisse de l'impôt des sociétés qui vient d'être annoncée, voilà. Vous avez souligné que ça ne réglerait pas de problème à court terme, mais on ne peut pas forcément reprocher au gouvernement de prendre une mesure qui, fondamentalement, à moyen terme, sera positive, puisque ça facilitera l'investissement. Tout à fait. Le seul problème, c'est comme disait Keynes, dans le long terme, nous serons tous morts. Il faudrait qu'à court terme, il y ait suffisamment de demandes pour que l'entreprise tienne le coup jusqu'au moment où d'autres viendront investir. Et c'est le grand problème. On voit bien, j'étais chez Valeo la semaine dernière, quand vous avez un moins 40%, quand vous avez un moins 40% sur plusieurs mois de suite, vous partez. Et si vous partez, vous licenciez. Donc, vous réinvestirez peut-être un jour où il y aura de la demande pour votre produit, mais à court terme, si on ne crée pas de demande, on ne peut pas continuer à produire. Si on ne produit pas, on met la clé sous la porte. Dans le secteur automobile, Ford vient d'annoncer qu'il transférait toutes ses activités indiennes dans une joint venture avec Mahindra, où Mahindra sera majoritaire. Ah oui, il quitte l'Inde. Quand Ford quitte l'Inde... Non, Ford ne quitte pas l'Inde, mais il se désengage, il ne sera plus maître de ce qu'il fait, et il s'en remet à un partenaire indien, ce qui est quand même assez spectaculaire. Non, c'est là où je pense que, de toute façon, il leur manque des compétences économiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis à la tête du ministère de l'économie quelqu'un qui connaisse l'économie, premièrement, et deuxièmement, ils n'ont jamais voulu écouter les experts qu'ils avaient fait venir des États-Unis en disant c'est eux qui vont nous guider. Arvind Subramanian est parti, Rajan est parti, Panagaria est parti. Tous ceux qui les conseillaient sont partis et se retrouvent guidés par des personnes qui ne sont pas up to the mark. Écoutez, maintenant, je pense qu'on peut peut-être prendre des questions qui pourraient... Il y en aura certainement de très nombreuses. Alors, je pense qu'il y a un micro qui est là. Et n'hésitez pas surtout à
à vous exprimer. Il y a des questions par ici. Bonjour. J'avais juste une petite remarque et une question. Vous avez dit il y a un moment que la classe politique indienne n'a plus ses repères ou n'a plus ses valeurs. Et si on accepte que la politique est qu'une réflexion de la société ou du peuple, je pense qu'il est le moment de dire que c'est le peuple indien qui n'a plus ses valeurs. Ma question étant, d'après vous, quelle est